17h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Story. Le terrible problème des suicides dans la police et un petit peu aussi dans la gendarmerie revient sur le devant de la scène médiatique. 2 nouveaux suicides dans cette institution touchée par une vague inédite depuis début janvier. 2 nouveaux suicides, on l'a appris cette semaine, alors que 28 policiers et gendarmes se sont donné la mort depuis le début de l'année. Ce chiffre, il avait été atteint l'an dernier, en août. Ça situe bien le souci. Bonsoir Jean-Pierre Colombiès, vous êtes porte-parole de l'association de l'Union des policiers nationaux indépendants. Écoutons d'abord, si vous le voulez bien, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur ce sujet-là. Il s'exprimait aujourd'hui. Un suicide est un échec. J'ai fait un certain nombre d'annonces que vous avez en tête. Elles ne sont pas réduites à un numéro de téléphone. C'est un plan global que nous devons mettre en œuvre. Et j'ai indiqué que je voulais une cellule pour la mise en place de ce plan d'action global qui soit organisé autour de cette alerte prévention suicide. Le ministre parle, vous sentez-vous, vous, entendu ? Très honnêtement, non. Il faut être clair, ce plan apparaît comme un pis-aller, je dirais l'exhumation de dispositifs qui sont déjà préexistants. On ne fait que secouer des dossiers un petit peu poussiéreux qui traînent déjà dans les bureaux du ministère depuis très très longtemps. Il y a longtemps que ce devrait être un souci majeur pour ce gouvernement, enfin pas que ce pour le gouvernement, pour les gouvernements qui l'ont précédé également, parce que c'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est quelque chose qui s'inscrit très malheureusement dans la durée et il faut être honnête. Aujourd'hui, on a envie de dire tous, qui que nous soyons, ça suffit. Ça suffit que justement ces plans soient réactivés d'une année sur l'autre par tel ou tel gouvernement. Il y a un mal profond dans cette administration, il y a un mal récurrent qui est dû à de multiples causes, sous-effectifs, horaires décalés désocialisants, politique sécuritaire qui s'empile et se succède de façon irraisonnée et parfois même de façon peu sensée. Et les solutions qui sont nécessaires ne doivent pas se limiter à quelques plans que ce soit. Il y a de véritables plans en profondeur à mettre en œuvre. Pardon ? De quelles solutions, justement, parlez-vous ? Je n'ai pas compris votre question, excusez. Quelles sont les solutions que vous appelez de vos voeux et qui manifestement ne sont pas annoncées par les autorités jusque-là ? J'ai presque envie de vous dire qu'elles peuvent difficilement être annoncées en l'état actuel des choses. Pourquoi ? Parce que ce qui a déjà été dénoncé, ce qui a déjà été énoncé dans le cadre de commissions, de réunions partenariales avec les syndicats, les associations, peu d'ailleurs, les associations ne sont pas assez entendues, nécessite des plans d'action à long et moyen terme. Tout ce qui pourrait être annoncé maintenant à court terme serait nul et non avenu. Tout simplement parce que lorsque vous demandez à ce que les règles managériales soient revues, à ce qu'on arrête d'introduire, d'importer des notions de management issues de l'entreprise, on va dire du secteur privé. On veut les calquer sur le service public. Ça n'a pas de sens. Or, il faut revenir là-dessus. Donc, ça nécessiterait d'une certaine manière de faire page blanche de ce que nous connaissons aujourd'hui et de remettre en cause à la fois le management, les relations entre les corps, ce corporatisme dont nous souffrons depuis trop concret longtemps. sur le quotidien des forces de l'ordre. Quelle serait-elle ? J'aurais presque envie de vous dire qu'il en existe une. Je vais vous décevoir, je pense qu'il n'y en a pas. À très court terme, de solutions vraiment efficaces, il y en a peu. Il faudrait déjà, d'une certaine manière, il faudrait déjà que la politique sécuritaire aujourd'hui ait un sens. Aujourd'hui, elle n'en a pas. Et dans le contexte que nous connaissons d'hypertension sociale, il sera très compliqué d'établir un contrat social nouveau. Ce sera quasi impossible. On nous a parlé de PSQ, de police de sécurité du quotidien au début du quinquennat. Aujourd'hui, je ne vois vraiment pas comment on pourrait déployer ce plan au niveau national. Ça n'a pas de sens. Il faut, pour mettre en place ces dispositifs d'une telle ampleur, que la paix sociale règne. Il n'aura échappé à personne que c'est absolument pas le cas depuis des mois. Et d'ailleurs, je pense que si ce mouvement que l'on qualifie de manière sémantique, on utilise un mot sémantique, un raccourci sémantique pour désigner les gilets jaunes, si ce mouvement populaire a eu un intérêt et a un intérêt aujourd'hui, c'est qu'il met le doigt sur un sous-effectif chronique de notre administration. Sous-effectif justement 60 000 policiers et gendarmes que l'on a mis en place. Mobilisés demain à l'occasion du 23e samedi consécutif de manifestation des gilets jaunes, avec des craintes des autorités qui se concentrent essentiellement ces inquiétudes sur Paris, avec la présence de nombreux casseurs. C'est encore une fois ce que craignent les autorités. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur la question aujourd'hui. Quel regard vous portez sur ce mouvement qui perdure et sur la mobilisation des forces de l'ordre pour certaines éreintées ?
J'ai envie de vous dire un regard désespéré, un regard désespérant. On nous annonce maintenant comme une fatalité que week-end après week-end, il va falloir se battre contre la population. Enfin, ça n'a pas de sens quand on y réfléchisse quand même. On mobilise les forces de maintien de l'ordre, certes, mais on mobilise également toutes les forces qui ont un rapport de près ou de loin avec le judiciaire. Ce sont des hommes et des femmes qui sont en permanence rappelés tous les week-ends pour s'opposer à une population qui, d'ailleurs pour certains, partagent les mêmes préoccupations, qu'elles soient financières, fiscales et autres. Et à un moment donné, il faut d'urgence apporter une réponse politique et le sécuritaire ne peut pas être la réponse universelle à ce type de problème. Ça n'est pas possible. On ne peut pas rester dans cette situation. Alors bien évidemment, c'est vécu comment ? Avec la crainte, une fois de plus, à ce que cette confrontation soit mise en exergue, que des responsabilités individuelles soient détachées, qu'on assiste à des actes de violence de part et d'autre, en espérant que ça n'ait pas lieu ce week-end et qu'on ait droit quelque part qu'à un effet d'annonce. Bon, merci beaucoup. Mais si c'est le cas, s'il y a une confrontation physique réelle, ultra-violente, ce sera compliqué. Merci Jean-Pierre Colombiès d'avoir été en direct avec nous ce soir dans BFM Story. Alors qu'une information vient de nous parvenir, Emmanuel Macron s'exprimera à l'issue du grand débat national jeudi prochain à l'occasion d'une conférence de presse jeudi 25 avril à 18h au Palais de l'Élysée. Vous aurez l'occasion évidemment de suivre cela en direct sur notre antenne. Le président qui devait initialement faire des annonces à l'occasion d'une allocution télévisée enregistrée lundi soir dernier, puis une conférence de presse mercredi, et puis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame a balayé cet agenda de l'exécutif. Notez bien donc jeudi prochain, conférence de presse à 18h au Palais de l'Élysée d'Emmanuel Macron. C'est la première fois d'ailleurs qu'il tiendra une conférence de presse à l'Élysée depuis qu'il est élu président de la République. La journée de demain, les craintes des autorités, la présence potentielle de nombreux casseurs et autres black blocs à Paris principalement. On continue à en parler avec vous, Mathieu Mollard. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes rédacteur en chef à Street Press, spécialiste des radicalités politiques. Avec nous également Frédéric Mesjian. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes gilet jaune, candidat sur la liste RIC, qui veut dire, là, en l'espèce, ralliement d'initiatives citoyennes. Vous êtes chef d'entreprise. Et puis Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. D'abord, Dominique, est-ce qu'on peut dire que demain, plus que les semaines précédentes, les autorités allument les gyrophares rouges à propos de cette mobilisation jaune ? Oui, François, on a des craintes. Cette 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes s'annonce un peu tendue. Quand je dis un peu tendue, ce sont des termes administratifs des services qui observent cette manifestation de demain. Donc, selon les premiers retours, participation attendue de la province à Paris, estimée 15 000 personnes. Vous savez qu'on fait les estimations sur les réseaux sociaux avec le nombre de personnes qui, sur les réseaux sociaux, disent avoir l'intention de se rendre sur les lieux de la manifestation. Appel à mobilisation à Paris. La semaine dernière, c'était à Toulouse. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde à Toulouse, notamment des gens qui étaient descendus de Bordeaux. Donc les manifestations se déplacent en fonction des appels des organisateurs. Ces derniers jours, il y a des messages en interne au sein de la police et de la gendarmerie, Dominique, qui disent attention, là, samedi, ce sera vraiment chaud, peut-être plus que d'ordinaire. Oui, parce que les réseaux suivis paraissent très déterminés. Ceux, en tout cas, je ne parle pas maintenant, je ne parle plus des Gilets jaunes, mais je parle des autres réseaux qui sont surveillés par la police. Donc des gens qui semblent très déterminés, en tout cas dans leurs propos écrits sur les réseaux sociaux, et qui ont l'intention de venir à Paris. Donc on parle d'un niveau de menace significatif. Le niveau de vigilance va être rehaussé. Des stations de métro vont être fermées, 23 stations, il y en a eu à chaque fois, mais cette fois-ci 23 stations fermées. La ligne 1 entre la Défense et Châtelet. Voilà, et on craint forte probabilité d'incidents autour du quartier des Champs-Élysées où veulent systématiquement se rendre des manifestants. Des messages aux accents menaçants parfois sur Facebook à propos de la journée de demain, notamment, je cite, nous appelons tous nos citoyens à se rendre à Paris de manière non pacifique et jaune. Des appels aussi d'une certaine manière à braver les interdictions, parce qu'il y a ce message sur Facebook d'un groupe qui dit rendez-vous à l'Élysée, le secteur étant comme d'habitude interdit aux manifestants, de même que les Champs-Élysées, et puis aussi le secteur de Notre-Dame. Demain, Frédéric Mesjian, vous êtes gilet jaune, quel est votre état d'esprit? Vous, ce soir, manifesterez-vous demain de manière non pacifique? De manière non pacifique. Ne comptez pas sur moi pour faire des appels à la violence ou pour ne pas condamner la violence. Nous avons une ligne de conduite depuis le début du mouvement. Nous n'y dérogerons pas. Les responsables politiques... Manifesterez-vous, vous, demain? Je manifesterai demain. Mais où? Il y a une manifestation qui est déclarée, qui part de la basilique de Saint-Denis et qui arrive quai Saint-Bernard, je crois, devant l'Institut du monde arabe, et qui donne une vue sur Notre-Dame pour rendre un hommage sans gêner les processions de la Semaine Sainte.
Les responsables politiques ont des craintes une fois par semaine, mais il y a énormément de gens en France qui vivent avec des craintes chaque jour. Il y a une violence sociale terrible en France. Il y a énormément de gens qui sont touchés. Le responsable de la police que vous avez passé en duplex a dit des choses tout à fait vraies. Le problème, c'est que nous sommes en train de traiter les effets sans s'occuper des causes. On n'a pas de réponse politique. Ça fait 4 mois qu'on les attend. Il est temps que ça vienne. Il dit aussi que certains policiers et gendarmes partagent sans doute certaines revendications des Gilets jaunes parce qu'ils sont policiers, ils sont français et certains sont dans des situations compliquées. Il n'empêche qu'ils se retrouvent samedi après samedi en première ligne. Tout à fait. Et subissent, pas les Gilets jaunes, subissent les violences qui s'accompagnent. Oui. Vous comprenez du coup le malaise et peut-être l'intérêt à un moment donné de calmer le jeu. Quand on parle de 28 suicides de policiers, c'est pas 28 suicides de policiers, c'est 28 vies humaines, c'est 28 personnes, avec ces 28 familles en deuil, c'est des gens qui ont perdu des proches. On parle de 500 SDF l'année dernière qui sont morts dans les rues, c'est pas 500 SDF, c'est 500 vies. Il faut prendre le temps de s'interroger. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a une défiance, voire de la violence à l'égard notamment de la police et de la gendarmerie dans les manifestations de Gilets jaunes de la part de certains Gilets jaunes et autres casseurs ou Black Bloc, on va y revenir d'ailleurs dans quelques instants sur ces différences sémantiques. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Moi, j'en dis qu'il ne fait pas être bon d'être policier aujourd'hui. Quand je vais en manifestation et que j'entends tout le monde déteste la police, j'ai un petit peu mal pour eux, même si je comprends certains manifestants qui sont victimes de bavures. Je me mets aussi à la place des fonctionnaires de police qui ont des métiers, des conditions de travail très difficiles et qui souffrent aussi. Donc je me concentre sur ce qui nous rapproche et pas sur ce qui nous divise. Et je pense qu'il faut arrêter de mettre face à face les manifestants et les policiers et de les opposer. Les casseurs seront de retour demain, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Christophe Castaner. Mathieu Mollard, pardon, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Street Press, spécialiste des radicalités politiques. On parle de casseurs, ici on parle de Black Blocs. Là, d'abord, est-ce qu'on parle des mêmes individus ? Moi, j'utilise pas le terme casseur parce que, en tout cas dans ce qu'on voit actuellement, parce que pour moi, ils dépolitisent leur stratégie. C'est des gens qui font des choses pour des raisons politiques. Les Black Blocs, le Black Bloc, pour rappel, c'est une stratégie, c'est tout le monde s'habille en noir, va casser des lieux qui ont été ciblés, des banques, des affiches publicitaires, pour dénoncer le capitalisme, et ensuite, les gens re-rentrent dans ce cortège noir et sont plus difficilement identifiables. Ce qu'on peut voir depuis plusieurs mois, et pas seulement depuis plusieurs semaines, c'est que on assiste d'un côté à des gens qui ont une culture politique, un passé politique, au sein de la gauche radicale, qui font partie de ces manifestations, et des Gilets jaunes qui se sont radicalisés, qui ont au contact, mais aussi Black Blocs face à les coups que certains ont pu prendre. Et ça date pas d'hier. Quand on voit le 1er décembre, qui est l'acte qui est très marquant visuellement avec l'Arc de Triomphe, tout le monde s'en rappelle. Ce jour-là, cette séquence vidéo que tout le monde a en tête, où on voit 300 personnes s'attaquer à l'Arc de Triomphe. C'est pas des gens habillés en noir. Ce n'est pas le Black Bloc, comme on dit, ou des Black Blocs, ou des gens qui utilisent la stratégie. À quel moment, justement, à ce moment-là, on considère que les Black Blocs occupent une place particulière dans la mobilisation des Gilets jaunes à laquelle ils se greffent, à l'évidence ? Il y a une convergence, et les uns voient un intérêt parce qu'ils considèrent que les Gilets jaunes portent un certain nombre de revendications sociales qu'ils jugent anticapitalistes, donc ils disent on y va. C'est pas une idéologie, le fait d'être Black Bloc. Non, c'est une stratégie. C'est une stratégie d'action pendant des manifestations. Qui passe forcément par la violence. Qui passe par le fait de définir ce qu'on appelle des zones autonomes temporaires, de dire que pendant une durée courte, ce n'est plus... On s'en prend à des symboles, mais de manière violente. Et des symboles de manière plus violente, ou en tout cas on conteste l'autorité de l'État pendant cette période-là. Et à côté de ça, il y a des Gilets jaunes qui étaient des gens qui n'ont pas de passé politique, qui ne viennent pas de cette gauche radicale, qui progressivement emploient ces méthodes. D'abord, ils ont cassé, mais petit à petit, ils sont mis même à utiliser cette stratégie du Black Bloc. On a vu des Gilets jaunes enfiler le caribouet noir. Voilà, c'est un constat que j'ai fait sur le terrain. Ça m'ennuie un petit peu ce que je viens d'entendre. D'abord, ils ont cassé. D'abord, ils ont manifesté. D'abord, ils ont envoyé un message. Ensuite, ils n'ont pas été entendus. Il n'y a pas eu de réponse. Et ensuite, on leur a tapé Donc, dessus. ils ont cassé. Donc, et ceci explique cela. Vous expliquez le passage à l'acte. Non, mais attendez, je n'excuse pas, je ne cautionne pas. Pour autant, je dois bien dire ce que j'entends sur le terrain. Et ce que j'entends sur le terrain, quand je leur propose une alternative démocratique, républicaine, en leur disant, écoutez, portons nos revendications sur le terrain politique, ils me disent, de toute façon, ça ne sert à rien, on n'y arrivera jamais, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous laisseront pas faire.
Donc la seule solution qu'on a, c'est de tout brûler, c'est de tout casser. Ça me peine d'entendre ça. Il n'y a pas eu de réponse politique. Dominique, est-ce que les Black Blocs ne sont pas un énorme point d'interrogation encore aujourd'hui pour les forces de l'ordre? On peut avoir l'impression qu'ils sont insaisissables. Quand on discute avec les collègues des services police-justice, on se rend compte que les personnes qui sont jugées en comparution immédiate, notamment après les samedis de violence, c'est pas les Black Blocs. Eux s'en tirent quasiment systématiquement. Est-ce que je me trompe? Ce qui est vrai, c'est qu'on n'en attrape pas beaucoup. Parce que ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels du désordre, des gens qui savent se déplacer rapidement, ça a été dit, des gens qui ont des cibles, qui vont quelque part, qui vont casser, qui vont défoncer une banque, qui vont défoncer un lieu symbolique, et puis ensuite qui vont repartir rapidement. Et on le dit tous les samedis, et ça risque de se passer encore comme ça demain, qui vont ensuite se mêler à la foule des manifestants pacifiques et qui sont imprudents pour certains d'entre eux parce qu'ils viennent s'approcher des lieux que les casseurs sont en train de démolir pour faire des vidéos, pour faire des... Donc c'est assez dangereux. Et donc ces gens-là, ce sont des gens qui ne se font pas attraper parce qu'ils ont l'habitude. Et quand ils auront fini de casser à Paris, ils iront à Munich. Et après Munich, ils iront à Bruxelles. Certains viennent de l'étranger. Oui, voilà, il y en a qui viennent de l'étranger, il y en a pas mal qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique. Vous dites que ce sont des professionnels de la violence, Dominique. Oui. Est-ce à dire que ces gens-là s'entraînent, je ne sais pas moi, participent à des stages commando pour s'en sortir après leurs méfaits, notamment lors des manifestations Gilets jaunes? Non, il n'y a pas de camp d'entraînement au Black Bloc en France. Alors comment expliquez-vous leur efficacité, si j'ose dire? Il y a une acculturation qui se fait en manif, c'est-à-dire que des gens voient d'autres faire et imitent cette façon de faire. Après, c'est des petits groupes au sein de cette masse habillés en noir, il y a des petits groupes affinitaires qui se connaissent, qui discutent en amont de stratégies, de cibles. Plein de petits groupes qui se regroupent à un moment donné. Il n'y a pas de formation, c'est des gens qui ont une idéologie. C'est un réseau quand même, d'une certaine manière, non? C'est une mouvance. C'est plutôt une mouvance qu'un réseau. Il y a des gens qui partagent un certain nombre des idées, qui sont aussi en désaccord sur d'autres choses, qui se retrouvent... Parce que le Black Bloc, c'est un moment de leur vie, un mode d'action. Mais c'est d'autres gens qu'on peut trouver dans d'autres modes d'action, pas habillés en noir, qui vont pas avoir cette action-là, et qui vont faire partie d'autres mouvements sociaux, d'autres contestations, et qui, certains jours de manif, décident d'appliquer cette stratégie-là. Mais après, dans tout ça, si on a vu le nombre de personnes grossir, qu'on appelle Black Bloc, ou de gens qui participent à des actes de casse, il faut aussi poser la question de la stratégie du maintien de l'ordre qui a été appliquée depuis plusieurs mois. J'allais y venir. La doctrine de maintien de l'ordre qui, semble-t-il, a évolué, notamment après le 16 mars, date à laquelle les Champs-Élysées ont été saccagés. Est-ce que ça tient compte désormais de la présence des Black Blocs et comment les policiers et gendarmes vont faire face à ces gens-là demain, si d'aventure ils se présentent à eux sur les cortèges? Je suis pas sûr, François, qu'on puisse dire que la doctrine du maintien de l'ordre, elle a évolué. Moi, je dirais qu'elle a changé. D'accord. Dire à des policiers et à des gendarmes, on vous demande de la fermeté et on vous demande d'utiliser la matraque, c'est pas une évolution, c'est un changement. Un changement de mode de fonctionnement. C'est pas forcément bon parce qu'en face, vous avez des gens qui n'ont absolument pas peur. Je parle des Black Blocs, je parle des agitateurs, vous voulez pas dire des casseurs. Bon, je parle de ces gens-là qui n'ont absolument pas peur, qui se moquent éperdument de la nouvelle loi anti-casseurs qui va pénaliser, faire verbaliser des gens qui cachent leur visage. Je veux dire, à plus forte raison, quand on est capable de balancer des pavés sur les forces de l'ordre, on se fiche éperdument de prendre une amende pour avoir caché son visage. Donc, je pense qu'on est dans quelque chose qui va devenir très très compliqué. Des mesures de fermeté ont été indiquées ici même sur le plateau de BFM TV lundi il y a 15 jours par Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur, qui commandait de films qui avaient été faits par Depuis, il n'y a pas eu de vraie manifestation conséquente des Gilets jaunes. Demain, ce sera sans doute le vrai premier test. Absolument. François, il a dit ici, consigne de fermeté renforcée. On a un préfet de police qui a été remplacé, qui arrive de Bordeaux, qui a donné lui aussi des consignes de fermeté. Je pense, personnellement, mais ça n'engage que Dominique Rizet, que c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est une escalade. Oui, bien sûr, il faut aller chercher les gens. Oui, bien sûr, il faut aller les attraper. Il y a des DAR, des détachements d'action rapide qui sont devenus des braves pour faire ça. Mais pour autant, dire sur un plateau de télé ici, vous allez voir ce que vous allez voir,
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Merci. Je peux me tromper. Merci, on verra ce qu'il en est. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation de BFM Story. Quasiment 18h, on vous retrouve, Céline, pour l'essentiel de l'actualité. Et cette information qui vient de nous parvenir, donc Emmanuel Macron qui s'exprimera jeudi prochain à 18h. Oui, lors d'une conférence de presse au Palais de l'Élysée. Ce sera bien sûr à suivre sur BFM TV. Une prise de parole pour apporter ses réponses au grand débat et à la crise des Gilets jaunes. Son rendez-vous télévisé avait été annulé lundi soir en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Demain marquera le 23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. D'ailleurs, à Paris, interdiction de manifester dans le secteur des Champs-Élysées, mais également sur toute l'île de la Cité où se trouve la cathédrale. Plus de 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, craint de nouvelles violences de la part des casseurs. À l'heure actuelle, les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain. Dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, par exemple, mais en particulier, tout particulièrement à Paris. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émeute ». Une procession était organisée cet après-midi autour de Notre-Dame de Paris, 4 jours après l'incendie qui a ravagé en partie la cathédrale. Beaucoup d'émotions en ce vendredi saint. Et vos rendez-vous ce soir sur BFM TV, Notre-Dame, l'incroyable sauvetage. Un grand reportage, événement à découvrir à 21h et 23h. Ce drame dans le Tarn-et-Garonne, 2 jeunes garçons de 7 et 8 ans blessés hier après-midi dans la cour de leur école par la chute d'un arbre, un marronnier. On a appris aujourd'hui que l'état de ces enfants s'est stabilisé, mais l'un des 2 garçons a dû être amputé d'une jambe. Écoutez les précisions du procureur cet après-midi. Le tronc était manifestement en bonne santé. La difficulté vient de son état racinaire. L'étude de cette partie racinaire montre que la base de l'arbre, de ce marronnier centenaire, ne s'est pas développée normalement au moment où il a été planté. Alors, c'est-à-dire que ces racines ne se sont pas suffisamment développées latéralement. Elles sont restées collées à l'arbre dans un effet de tourbillon. Des images en direct d'Ukraine à présent. Grand débat spectacle entre les 2 rivaux de la présidentielle. Ils s'affrontent dans le plus grand stade du pays. C'est le point d'orgue d'une campagne complètement hors norme qui a vu émerger un comédien, Volodymyr Zelensky, comme favori du scrutin. Il est crédité de plus de 70% des voix dans les sondages et il fait face au chef de l'État sortant, Petro Porochenko. La météo demain matin, Céline. Du soleil sur une grande partie du pays, quelques nuages sur le centre. Il fera 7 à Nancy demain matin, 8 à Brest, 10 à Lille et Toulouse, 13 pour Nice et pour Paris. Merci beaucoup Céline. La semaine marquée par bien sûr l'incendie de Notre-Dame de Paris, les annonces d'Emmanuel Macron pour la reconstruction de l'édifice, ces annonces qui étaient prévues consécutivement à la fin du grand débat mais qui ont fuité. On parle de tout cela dans quelques instants avec mon invité François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. Ce scrutin majeur, on va aussi l'évoquer avec François-Xavier Bellamy. À tout de suite.